Le consul et ma mère reviendront à la Belgique après avoir recueilli partout les témoignages de plus vif enthousiasme. Je continuais à aller dîner tous les jours aux Tuileries avec mon fils. Le consul le faisait placer au milieu de la table et le laissait toucher à tout. Il lui donnait du vin, du café, et quoiqu'il le fît souvent pleurer, en lui pinçant les joues ou en l'embrassant trop fortement, il était parvenu à s'en faire aimer et il s'entrait pas dans le salon que mon fils ne lui tendit les bras, ce qui paraissait lui faire plaisir, et même dans les moments de ses plus grands affaires, éclaircissait son visage sombre jure, entre autres, qu'il y avait réception le matin chez ma mère, où les femmes à cette époque étaient présentées au consul avant d'être admises au grand cercle. Nous attendions depuis quelques instants qui descendit. Mon fils était dans les bras de sa nourrice. Le consul parut avec un air très préoccupé qui nous fit penser que la conversation ne serait pas longue. En effet, il se promena sans rien dire. Mon fils, qui s'ennuyait de rester en place, lui tendit des bras. Il s'aperçut les prix et continua sa promenade. Nous le suivions des yeux. Il me semblait si distrait que je craignais qu'il n'oublia les précieux fardeaux qu'il portait. Cependant, lorsqu'il en était fatigué, il les rendait à sa nourrice. Toujours sans dire un mot, impatient de se sentir en place, l'enfant recommençait à crier, à tendre de nouveau les bras. Il reprenait et cet exercice dura une demi-heure sans qu'une seule parole ait été proférée. Enfin, on vint annoncer que les ambassadeurs étaient réunis. Nous entrâmes dans le salon. Le consul dit quelques mots aux dames, mais on les vit bientôt près de Lord Whitworth, ambassadeur d'Angleterre, et toute la salle entendit les reproches sanglants qu'il lui adressa. Il parlait des traités rompus par les Anglais, de la mauvaise foi de leur cabinet. Je ne puis me rappeler ces expressions, mais le ton dont il les accompagna rendit tout le monde muet d'étonnement et de crainte, car les colères lui avaient fait oublier l'assemblée. Ma mère continuait à parler aux dames et cherchait à couvrir sa voix par quelques paroles affectueuses pour atténuer le mauvais effet que redoutait une discussion aussi vive. De retour dans le cabinet, le consul parut comme débarrassé d'un rempoint. Sa colère s'était évanouie. C'était ma mère et moi qui avions pris le visage sérieux. « Eh bien, nous dit-il, presque en riant, qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ma mère lui adressa des doux reproches. Tout est fait trembler tout le monde. On te croira méchant. Les dames qui ne te connaissent pas, qui se faisaient aussi grand bonheur de te voir. Que veux-tu qu'elles pensent? Au lieu d'être aimable et bon pour elles, tu vas parler politique. Ce n'était pas le moment. Elles m'ont donc entendu, reprit le consul. C'est vrai, j'ai eu tort. Je ne voulais pas descendre aujourd'hui. Talleyrand m'a dit des choses qui m'ont donné de l'humeur, et ce grand Flandrin, l'ambassadeur, est venu se mettre devant mon nez. Tout Paris retentit le lendemain de cette scène. Elle annonçait la fin de la paix. En effet, les hostilités repriront quelque temps après, puiser des représailles envers les Anglais qui, sans avertissement préalable, s'étaient emparés des frégates françaises. Le consul donna l'ordre de garder comme prisonniers de guerre tous les Anglais qui voyageaient en France. Cette mesure nous parut si peu loyale que nous désola. Nous ne pûmes lui cacher la peine que nous en ressentions pour lui. Ce qui n'est pas grand et noble, dois-je m'y venir de toi? Lui dit ma mère. Il la prit entre ses bras, l'embrassa et nous répondit. Vous êtes des enfants. Les consuls étaient plus sensibles à la critique qu'ils ne voulaient pas le paraître.
comme il pesait mûrement avant d'exécuter sa volonté, on devenait inflexible. Et cependant, quand ces révolutions ne se contrairont pas dans cette ligne droite qui commande l'approbation universelle, il leur trouvait un côté faible qui croyait fortifié par leur irrévocable qu'il prenait. Sa loi était-elle exécutée, plus il avait paru inébranlable, plus il redevenait facile. C'était le moment de lui demander une grâce. L'accorder n'était plus alors montrer de la faiblesse. Seule chose qui redoutait, il ne cédait plus qu'au désir d'obliger et de faire oublier sa sévérité. Ma mère, qui les vit dans une de ses heureuses dispositions, suscita peu un Anglais dont notre famille avait reçu quelques services à la Martinique, la permission de rester à Paris. Il l'accorda. Encouragé par cette première grâce, j'intercédai aussi pour notre Anglais, qu'on m'avait présenté comme malheureux d'aller s'enfermer à Fontainebleau. Sur les champs, les deux ordres furent écrits par Eugène, qui se trouvait là, et signés par le consul même, ce qui fut si heureux pour nous protéger que, grâce à cette signature, jamais on ne les inquiéta dans une circonstance. Quelque temps après, mon mari revint de Montpellier, toujours froide avec moi, et sans m'en dire la cause. Cet état de gêne pénible et affligeant, sans doute, avait pourtant quelque chose de préférable à ces reproches continuels qui troublaient mon sommeil et attristaient mes journées. Le mur que je ressentais pour mon fils remplissait mon cœur et je n'osais plus me plaindre de la destinée puisque je savais où placer un sentiment aussi exalté, aussi peu. Si je aimais passionnément mon mari, un peu de fierté joint à la justice que je me serais rendue aurait pu, je crois, prolonger longtemps les genres de vie que nous menions, mais le souvenir de ces larmes au moment du départ, la triste certitude qu'il m'inspirait plus d'effroi que d'humour, me rendait coupable à mes propres yeux de laisser durer une situation dont je souffrais peut-être moins que lui. Plus je me trouvais tranquille d'être séparée, plus j'ai cru de mon devoir de faire quelques avances pour me reprocher, mais que ces premiers pas me coûtaient, qui dire, dans l'air glacé semblait me reposer en m'accusant. J'ai tiré ma force de ma répugnance même lorsque j'ai reconnu qu'une chose est bien, tout elle me coûtait excessivement. Un sentiment exalté me la fera toujours faire. J'ai dit donc à mon mari qui se jouait de son bonheur et du mien, qui des doutes éternels sur mon affection était une erreur aussi bien qu'une injure, la contrainte qui m'imposait ma démarche, le trouble qui aurait bien peu s'approprier lui en fameux, et cependant il me répondit: nous resterons séparés. Je suis plus heureux comme cela.